l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres de ce journal. Visite officielle de Barack Obama au Proche-Orient. Pour la première fois depuis son élection, le président américain se rend en Israël, puis dans les territoires palestiniens. Mais pas question de relancer les négociations de paix. Ce 20 mars marque la journée internationale de la francophonie, l'occasion d'un forum inédit qui a réuni 400 femmes de 77 pays francophones à Paris. Elles sont venues témoigner et interpeller les instances internationales sur leurs droits fondamentaux. Selon l'agence de presse mauritanienne Nouakchott Information, Al-Qaïda au Maghreb islamique affirme avoir exécuté un otage français détenu dans le nord du Mali. Une information à mettre au conditionnel selon Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Alliance indestructible, voilà comment les Israéliens ont appelé la visite officielle de Barack Obama. Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain est en déplacement au Proche-Orient. Mais pas question de relancer les négociations de paix. 4 jours de visite au Proche-Orient pour un voyage d'écoute. Barack Obama est arrivé les mains vides à Tel Aviv. Aucun plan de paix à proposer lors de ce premier voyage de son second mandat. Accueilli à l'aéroport Ben Gurion par Shimon Peres et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président américain a tenu à insister d'abord sur la sécurité non négociable d'Israël. À travers la région, les vents du changement apportent à la fois promesses et dangers. Donc je vois cette visite comme une occasion de réaffirmer les liens indéfectibles entre nos deux nations, de réaffirmer l'engagement de l'Amérique pour la sécurité d'Israël et de parler directement aux populations d'Israël et des voisins. À côté des tapis rouges, tout est prévu pour que les images soutiennent les propos. Sur le tarmac même, Barack Obama visite dans la foulée une batterie du système de défense aérienne appelée Dôme de Fer, un système en grande partie financé par les États-Unis. Tout est donc sous contrôle, pas question d'afficher une quelconque inquiétude. C'est en bras de chemise que Barack Obama et Benjamin Netanyahou se sont ensuite envolés en hélicoptère vers Jérusalem. Le président américain se rendra demain à Ramallah, en Cisjordanie. Et voilà ce qu'il attend, la défiance palestinienne. 200 militants ont déjà dressé des tentes sur le site d'un projet de colonie israélienne près de Jérusalem-Est. Leur message à Barack Obama est clair, regardez, ça suffit. C'est son devoir de ne pas s'en détourner et de voir la lutte des Palestiniens pour leur liberté. C'est son devoir de voir le système d'apartheid en Israël, ce système de ségrégation dont leurs ancêtres ont été victimes. C'est de son devoir de dire aux Israéliens, ça suffit, la partialité est inacceptable, les colonies doivent être démantelées et la liberté palestinienne accomplie. Après la Cisjordanie, place vendredi à la Jordanie et une rencontre avec le roi Abdallah II. La Maison-Blanche avait averti dès la semaine dernière, l'objectif de ce voyage est d'écouter. En France, le ministre du Budget a été contraint à démission hier. Quelques heures après l'annonce par le parquet de Paris, l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire de son présumé compte en Suisse, Jérôme Cahuzac a passé la main ce matin. Le sourire est figé, le pas est lent. Jérôme Cahuzac est serré de près par Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, comme pour adoucir la chute. C'est l'un des ministres les plus exposés du gouvernement qui prend la parole pour la dernière fois dans l'enceinte de Bercy. J'espère avoir exercé cette fonction ministérielle avec passion, ce qui suppose d'y consacrer beaucoup de temps et de ne jamais douter. C'est Bernard Cazeneuve qui prend désormais ses fonctions et permettez-moi de vous dire que dans la journée d'hier, dont je crois je me souviendrai quelque temps, ce fut, de mon point de vue, la seule bonne nouvelle de la journée.
Bonne chance Bernard. Quelques heures plus tôt à l'Elysée, c'est le ballet traditionnel du mercredi matin, celui des voitures ministérielles. Sauf qu'aujourd'hui, il en manque une, celle de Jérôme Cahuzac. À la sortie, il y a ceux qui affichent leur détachement, mais en réalité, ce Conseil des ministres n'était bien sûr pas comme les autres. Évidemment, il y avait cette absence et ces remplacements, mais nous avons mené notre travail. Le président de la République a salué le travail qui avait été fait, le travail courageux, dit sa confiance aux nouveaux arrivants. S'agissant de Jérôme Cahuzac, c'est une vraie tristesse que je lui ai d'ailleurs manifestée à titre personnel et amical, mais ça n'est pas de gaieté de cœur que nous avons accueilli sa décision, tout comme ça n'est sûrement pas de gaieté de cœur qu'il l'a prise. Sur le perron, c'est comme une sorte d'adoubement. Le président de la République se montre avec celui qu'il promeut, ministre du Budget. Bernard Cazeneuve, qui a bien conscience que redresser les comptes du pays n'est pas la mission la plus facile. Une nouvelle responsabilité m'est confiée, une responsabilité lourde dans le contexte. C'est un travail considérable dans un contexte européen que chacun voit bien, et c'est ce travail que je vais m'engager à faire en allant dès à présent à Bercy. Bercy où après la passation de pouvoir, anciens et nouveaux ministres s'embrassent. L'un se lance dans une épreuve judiciaire, l'autre va devoir relever un défi politique. Nous restons toujours en France pour parler de célébration. Ce 20 mars marque la journée internationale de la francophonie, l'occasion d'un forum inédit. Une rencontre entre 400 femmes de 77 pays francophones à Paris. Elles sont venues témoigner et interpeller les instances internationales sur leurs droits fondamentaux. Elles sont au rendez-vous des centaines de femmes francophones, des militantes mais aussi des anonymes, venues parler de droits bafoués, d'inégalités et de souffrances endurées au quotidien. Cette enseignante arrive du Nord-Mali, occupée par les islamistes radicaux jusqu'à l'intervention des forces françaises et africaines en janvier dernier. Je veux qu'on entende par ma voix que les femmes, les enfants ont subi beaucoup d'exactions à la suite de ces guerres. Donc je veux que les décisions qui seront prises ici soient appliquées à la règle. Interpeller la communauté internationale pour rompre l'indifférence et l'impunité avec le soutien de quelques hommes. Dans la foule, un médecin, le Congolais Denis Mukwege. Ce militant va encore parler du viol comme arme de guerre. En 12 ans, il a opéré 30 000 victimes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons au niveau des États des lois, de très bonnes lois, mais malheureusement ces lois sont rarement bien appliquées. Et il faut absolument recommander aux États de pouvoir faire cet effort de bien appliquer les lois qui luttent contre les violences faites aux femmes. Une journée de rencontres et d'échanges autour de 3 tables rondes. Comment arrêter les violences donc, assurer l'éducation des filles, mais aussi remettre les femmes sur le devant de la scène publique, politique et économique. Des questions qui mobilisent, la salle ne peut contenir toutes les participantes. Finalement, on a tous l'impression, chacun dans son pays, qu'on est les seuls à souffrir de beaucoup de choses, mais qu'en réalité, à l'occasion de ces grandes rencontres, on se rend compte que les problématiques sont partagées et qu'il y a l'espoir de pouvoir se rassembler. Se rassembler et proposer. À l'issue des débats, un grand manifeste sera remis au président français. Un appel à des engagements concrets sur la scène internationale. C'est le début de la grande bataille promise par la ministre française de la francophonie. Je l'annonçais en titre. Selon l'agence de presse mauritanienne Nouakchott Information, Al-Qaïda au Maghreb islamique affirme avoir exécuté un otage français détenu dans le nord du Mali depuis novembre 2011. Les autorités françaises ne confirment pas cette information pour le moment. C'est l'agence de presse mauritanienne Nouakchott Information qui l'affirme. L'un des 15 otages français retenus en Afrique de l'Ouest aurait été tué. Annie explique avoir été contactée par téléphone par un homme se présentant comme un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il aurait annoncé l'exécution d'un otage enlevé en novembre 2011 au Mali. Une information que Paris ne confirme pas. Je peux simplement vous redire que nous sommes en train de vérifier, de prendre des informations sur la réalité de ces faits, que nous sommes en relation permanente avec les familles des otages. C'est le centre de crise du Quai d'Orsay qui en est chargé.
L'agence ANI dispose d'un vaste réseau d'informateurs dans le nord du Mali et ces informations n'ont jamais été démenties jusqu'à présent. Mais si les autorités françaises ne se prononcent pas, c'est qu'il y a des zones d'ombre. L'identité de l'informateur en particulier est incertaine. Par ailleurs, l'exécution a été revendiquée par AQMI. L'otage aurait pourtant été détenu par un groupe dirigé par Mokhtar Belmokhtar, qui a fait scission d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali sur un tout autre registre. En attendant l'ouverture des prochaines joutes électorales, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, se renforce. Le parti de Soumaïla Cissé vient d'enregistrer l'adhésion de nouveaux membres. Les temps forts de la rencontre avec Abdoulaye Koné et Daouda Doumbia. L'URD se renforce par l'adhésion de nouveaux patriotes aguerris, tous des démocrates convaincus, pouvait-on lire dans la salle, une salle trop exiguë pour la circonstance. Venus des 4 coins du Mali pour témoigner de leur engagement au parti de l'unité, du travail et de la justice, les néo-militants n'ont pas boudé leur plaisir. Et le président du parti de se fendre de satisfaction. Notre parti est un pôle d'attraction. Non pas parce que c'est un parti politique qui a les moyens, mais parce que tout simplement c'est un parti politique qui défend des valeurs que tout le monde partage. La plupart des cadres démocrates et républicains partagent les idéaux de l'URD, et parce qu'également nous avons un programme qui tient la route. Une visite pour la moins inattendue, celle de Soumaïla Cissé pendant la cérémonie, n'a pas manqué de donner un cachet spécial à la rencontre. J'en suis particulièrement heureux. Je crois que je suis venu coïncider à cette cérémonie, disons à l'aboutissement d'un travail énorme qui a été fait par la direction de l'IRD depuis de longs mois. Et je pense aujourd'hui que cela nous conforte dans notre projet de rassembler le maximum de Maliens autour de notre projet. Si nous avons des responsables politiques qui nous rejoignent, qui sont implantés dans l'ensemble du pays, je crois que cela nous permet de dire que nous sommes dans le bon sens. En adhérant à l'URD, les nouveaux militants s'engagent de facto à aider à l'élargissement et au renforcement du parti dans les communes de leur ressort en vue d'atteindre les objectifs fixés. Actualité politique toujours cette fois-ci au Burkina Faso. Le changement de comportement comme défi de l'atteinte du développement équitable et harmonieux était au centre d'une journée de réflexion organisée le week-end dernier à Ouagadougou par le PDC, le Parti pour le développement et le changement, est le dernier des partis politiques portés sur les fonds baptismaux de l'ancienne députée et membre du parti au pouvoir, Saran Sérémé. Elle marque ainsi son entrée sur la scène politique en tant qu'opposante. Pour sa première sortie publique depuis son départ du parti majoritaire, Saran Sérémé a tapé un grand coup en réunissant près de 40 partis à ses côtés. Au cours de cette journée de réflexion, l'ex-dame forte du CDP joue la pièce du rassemblement au sein de l'opposition. Son parti, le PDC, le Parti pour le développement et le changement, est le dernier né des partis politiques burkinabés, mais ne compte pas en rester le dernier. Le changement ne se décrète pas. Le changement, c'est le changement de mentalité, c'est le changement de comportement. Et le changement commence toujours par nous-mêmes. Je n'ai point besoin de rappeler que notre monde est en perpétuelle évolution. Et notre monde ne nous attend pas. Celui qui reste au niveau de la gare, le train démarrera et le laissera en cours de route. Des personnes ressources se sont entretenues avec les militants du parti autour de la thématique du changement comme défi du développement équitable et harmonieux du Burkina Faso. Saran Sérémé a claqué la porte au Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti majoritaire au Burkina. C'était à la veille du double scrutin législatif et municipal du 2 décembre 2012. Aujourd'hui, elle est à la tête et fondatrice d'une formation politique qui se réclame de l'opposition. La CPI a célébré cette semaine l'admission de la Côte d'Ivoire en tant que nouvel État
partie du statut de Rome. La Côte d'Ivoire devient ainsi le 122e pays membre. Le statut entrera en vigueur dans ce pays le 1er mai 2013. Une cérémonie s'est déroulée lundi au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, en présence de plusieurs personnalités. Le président de la CPI, le juge Sang Eun Song, a remis à l'ambassadeur Salah Ben Abdelkader un exemplaire spécial du statut de Rome. Écoutons le discours du juge Sang Eun Song. En ratifiant le statut de Rome, la Côte d'Ivoire renforce la protection juridique sur son territoire de ses citoyens contre les crimes les plus graves. Je suis convaincu que cette mesure va aider à rétablir la paix et l'état de droit en Côte d'Ivoire et que l'expérience historique de votre pays renforcera sa capacité à contribuer de manière substantielle au développement de la justice pénale internationale. La Côte d'Ivoire, en rejoignant la CPI, doit poursuivre ses efforts en matière de coopération avec cette instance internationale. Au vu de la situation particulière de la Côte d'Ivoire, considérée comme pays situation par la Cour, il est primordial que les autorités ivoiriennes respectent leurs engagements et assurent une coopération pleine et entière avec la CPI. Toujours à propos de l'admission de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée des États partis, Madame l'ambassadeur Tina Intelman, a ajouté que cette initiative faisait de la Côte d'Ivoire le 34e État du continent africain et le 13e État membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à rejoindre la famille du statut de Rome. La ratification effectuée par la Côte d'Ivoire, de par son rôle et son influence en Afrique de l'Ouest, souligne l'engagement des pays de la région en faveur de la justice et de la lutte contre l'impunité. Nous poursuivons avec l'actualité au Sénégal. L'ONG Tostan International, en collaboration avec le ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, les partenaires UNICEF et la Fondation Hewlett ont organisé la journée de lancement du nouveau projet « Renforcement des pratiques parentales » ce mercredi. Le but de ce projet est d'accompagner les parents pour une bonne éducation de base des enfants. Le reportage de nos correspondants permanent au Sénégal, Louise Tina Sagna, Suleiman Anne et Antoumar. Dans l'optique d'opérer des transformations sociales capables de remédier à la faible implication des familles dans l'éducation des enfants sénégalais et réduire les différentes formes d'indulgence sur les interactions avec les bébés de moins de 2 ans, l'ONG Tostan cherche à renforcer des pratiques parentales positives à travers une formation. Les nouvelles découvertes récentes nous montrent que l'enfant, dès 5 mois dans le ventre de la maman, commence à sentir, à entendre, et dès sa naissance, nous avons vu qu'il faut commencer à interagir avec cet enfant et qu'on peut vraiment faciliter l'apprentissage de nos enfants pour que quand ils aillent à l'école, ils auront beaucoup plus de facilité à apprendre à lire et écrire, à apprendre des mathématiques. C'est vraiment très important. Selon l'ONG, il est important de parler à l'enfant en langage clair et riche, de lui poser des questions et valoriser les réponses, de nommer les objets de son environnement pour éveiller ses sens. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, vu l'importance d'un tel projet, soutient l'ONG Tostan dans ses démarches. Le fait que Tostan s'évertue à la promotion des interactions parents-enfants est un élément important dans le dispositif qui est mis en place et qui va s'intégrer parfaitement dans la stratégie d'éducation parentale que la direction de la petite enfance est en train de mettre en œuvre. Ainsi, je vous témoigne notre détermination et notre engagement à vous accompagner
dans cet ambitieux programme. Le projet renforcement de pratiques parentales se fera en 2 phases. Une première phase expérimentale impliquant 32 communautés et une deuxième phase extension avec 200 communautés du Sénégal. Nous restons toujours au Sénégal avec les moniteurs et employés d'auto-école qui ont observé une marche de revendication ce mardi. Ils dénoncent les pratiques illégales qui se font au niveau de la division des permis de conduire. Selon eux, les permis de conduire sont vendus et livrés au bout seulement d'une semaine. Lustina Sanya, Suleiman Anne et Antoumar. Les moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal descendent dans les rues de la capitale à travers une marche de revendication. Ces derniers accusent le chef de division du permis de conduire et ses acolytes de magouiller et exigent leur démission. Nous revendiquons de manière très succincte le départ du chef de division du permis de conduire et ses acolytes. Parce qu'ils sont là à vendre le permis de conduire moyennant des tarifs connus et su de tous les Sénégalais. Donc après de maintes discussions sans succès, on en est arrivé à ce niveau, à faire une marche pour dire publiquement à l'opinion nationale et internationale les pratiques malsaines qui se font autour du permis sénégalais. Pour les moniteurs et employés d'auto-école, le permis de conduire est gage de sécurité routière. Ils demandent ainsi à l'État de prendre ses responsabilités afin d'éradiquer de telles pratiques. Les grévistes menacent de poursuivre leur mouvement d'humeur jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Que l'État prenne ses responsabilités afin de corriger la donne, alors qu'il est encore temps. Il faut que les Sénégalais méritent leur permis, qui est gage de sécurité routière. On va continuer la grève, nous n'allons jamais classer d'examen. Parce que depuis 1 mois, on fait tout pour faire entendre notre voix. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. On a même des doutes en ce qui concerne pourquoi l'État ne réagit pas. Rappelons que chaque année, le Sénégal perd 1% de son PIB avec les victimes de la route. C'est sur cette dénonciation des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique,